Salut à tous, alors j'étais surexcité de vous faire cette vidéo sur les nouveaux MacBook Pro puisque cette année, effectivement, c'est la petite révolution. Apple a enfin écouté ses utilisateurs professionnels, elle a mangé un petit peu son chapeau au passage. Moi franchement, j'aurais pas parié un copec sur le retour de la carte SD, du HDMI, du MagSafe. Même la Touch Bar, on dirait qu'elle n'a pas existé, ils en ont pas touché un mot pendant la keynote, hein, ni vu, ni connu. Alors est-ce que pour autant, ces nouveaux MacBook Pro frisent le sans faute, hein, comme certains youtubeurs le laissent entendre? On va vous faire plusieurs vidéos, là je vais m'intéresser un peu à la prise en main après quelques jours d'utilisation, je vais vous parler un petit peu de mes découvertes, et puis bien sûr on fera des tests de performance, mais dans un deuxième temps, hein, je veux bien prendre le temps pour vous faire ça correctement. Alors esthétiquement, regardez-moi ça sur la tranche, on a l'impression qu'il est énorme, et visuellement il est énorme, c'est clairement le cas. Alors c'est lié à deux choses, déjà il n'est pas évasé sur les côtés, il est vraiment voilà, avec des bords plats comme sur les derniers iPhones, du coup on voit pas vraiment l'épaisseur en fait sur les anciennes machines, quand vous les mettez à côté ça tranche énormément. On a aussi des pieds qui sont plus hauts, ça permet de mieux ventiler aussi sous la bécane, mais là aussi ça renforce en fait cette impression d'épaisseur. En fait moi ce que je trouve c'est que c'est un beau pied de nez à Johnny Ive, hein, qui préférait des machines toujours plus fines mais quitte à avoir de la ventilation vraiment pourrie, et du coup là on a vraiment une brique entre les mains. D'ailleurs elle est assez lourde, regardez, c'est un petit peu plus lourd hein, que les versions Intel, c'est assez marrant qu'on gagne en poids comme ça. Alors c'est pas énorme mais en main je vous garantis qu'on le sent, c'est des machines qui sont extrêmement denses. Et puis dernier point au niveau du design, c'est qu'on a une pomme qui est un peu plus grosse, moi je trouve ça assez réussi, et puis on a toujours le choix de ces deux couleurs, gris sidéral ou argent. Alors moi je préfère gris sidéral, je trouve que ça jure moins avec le clavier maintenant qui est complètement noir. Dernier petit point de détail, regardez MacBook Pro là qui est gravé dans la masse, ça c'est très joli. Par contre il apparaît plus du tout voilà, sur le boîtier ici à l'intérieur, en dessous de l'écran, donc voilà, il faut retourner la machine. Alors je vous l'ai dit, côté connectique, c'est la petite révolution avec le retour du HDMI, du SD, du MagSafe. Tous les vidéastes, photographes, voilà, ont béni cette génération. Ceux qui ont acheté des MacBook Pro récemment doivent s'en vouloir pas mal. Et pour autant, on va voir ensemble parce que je suis un petit peu partagé sur certaines idées d'Apple. Alors un exemple typique, c'est le MagSafe. Tout le monde s'est réjoui du MagSafe, donc en se disant voilà, c'est une super idée, ce connecteur d'alimentation, regardez, qui vient s'aimanter ici. Si on tire dans le câble, il se retire facilement sans emmener la machine, donc voilà, très très bien. Pour autant, eh ben, Apple vous a enlevé en fait un port USB-C, donc ça c'est quand même pas rien d'avoir du Thunderbolt en moins sur une machine comme ça. Moi j'ai occupé souvent les 4 ports et pas avec l'alimentation, hein, avec des disques, des lecteurs externes. Donc voilà, ça fait quand même un port de moins, c'est assez dommage, surtout sur le 16 pouces, hein, il y a quand même de la place. L'autre problème, c'est que vous avez plus de câble USB-C, c'est-à-dire vous prenez votre chargeur de Mac, vous avez du MagSafe, c'est propriétaire, donc vous pouvez pas charger votre drone avec ça, votre iPad, donc est-ce que vous allez emmener les deux câbles, uniquement celui-là pour avoir la charge rapide? Donc vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je trouvais ça assez pratique finalement d'avoir de l'USB-C. L'autre point aussi, c'est que tous les professionnels, souvent ils ont des écrans, ils ont des docks Thunderbolt qui chargent déjà la machine, donc en fait ce connecteur, la plupart du temps, il risque de servir un petit peu à rien. Il risque de servir d'autant plus à rien que les machines ont de plus en plus d'autonomie, hein. Les MacBook Air, là, les MacBook Pro, ils tiennent quasiment une journée, donc on charge moins au milieu des amphis, au milieu des boîtes, donc ce truc là il va peut-être servir finalement que le soir à la maison. Et puis le point aussi que je trouve un petit peu dommage, c'est de ne pas l'avoir mis plutôt sur le MacBook Air, puisque voilà, les start-upers, les gens qui bossent dans les entreprises, les étudiants, ils ont plutôt des MacBook Air que des MacBook Pro, où là ces machines-là seront plutôt sur des stations de travail, donc pas vraiment en danger hein, pour le câble. Alors un mot sur le lecteur SD, vous étiez nombreux à vouloir qu'il revienne, surtout les photographes, les vidéastes qui sont très habitués à ce format. Alors il y en a qui étaient déçus, ils me disaient oui c'est pas de l'UHS 3, voilà c'est de l'UHS 2, c'est limité à 300 mégaoctets secondes, mais écoutez franchement c'est suffisant, la plupart des cartes dépassent pas les 300 mégaoctets secondes aujourd'hui, mais voilà ça aurait été bien pour l'avenir d'avoir la norme suivante. Ça va permettre aussi d'augmenter le stockage. Si vous avez pris que 512 Go et que vous avez besoin encore de 512 Go, vous pouvez rajouter une petite carte. Voilà, c'est pas comme un SSD, c'est pas aussi rapide, il y a un peu de latence, mais ça permet quand même de stocker des données à des vitesses tout à fait confortables. Moi, ce que je regrette un peu, c'est que comme ils nous ont supprimé un port et qu'en vidéo, on utilise de plus en plus les cartes, voilà, CF Express, qui nécessitent des petits lecteurs externes, finalement, voilà, on peut avoir tout un côté qui est pris par les lecteurs de cartes, il ne nous reste plus que 2 ports de l'autre côté. Bon, tant pis quoi. Alors certains s'étaient émus qu'Apple laisse la prise jack, mais en fait sur ces machines c'est indispensable. Si on fait de la musique, si on fait de la vidéo, on a besoin de temps réel, hein. Le Bluetooth ça peut pas fonctionner. Mais regardez, il a changé de place, donc il est plus à droite au bout, il est à gauche au milieu, et ça c'est très pratique, enfin moi je trouve, puisqu'on a des câbles souvent qui sont un petit peu trop courts. Alors après voilà, si vous êtes gaucher, droitier, si vous mettez votre écran externe à gauche ou à droite, ça va plus ou moins vous perturber. Mais moi je mets souvent la machine à gauche de l'écran, et j'avoue que d'avoir ce petit câble ici, je trouve que ça facilite grandement la vie. Alors ça j'y croyais pas trop, le retour du HDMI, donc c'est plutôt pratique si vous faites du monitoring vidéo, voilà, si vous voulez le brancher sur une télé, un vidéo projecteur pour faire une présentation. Dans les boîtes, c'est vraiment ce qui manque, hein. Souvent on cherchait l'adaptateur. Pour autant, c'est du HDMI un peu bridé, c'est du 2.0, donc uniquement de la 4K à 60 images par seconde, pas de 8K. Le 8K, ça commence à monter hein, dans la vidéo professionnelle, donc ça aurait été cool de pouvoir se brancher directement là-dessus. Non, il va falloir prendre un petit adaptateur et puis le mettre sur le Thunderbolt. Et justement, je me demande s'il n'y a pas un mauvais ciblage avec ce HDMI, puisque finalement, le HDMI, il est peut-être plus utilisé dans les startups, dans les endroits où on fait beaucoup de présentations vidéo, et peut-être pas
pas forcément chez les professionnels de l'image qui auraient préféré du Thunderbolt, qui ont de toute façon des stations de travail, donc eux ça les gêne un petit peu moins. Dites-moi dans les commentaires voilà, si ça vous manquait ou pas sur ce genre de machine. Alors justement, les sorties vidéo, regardez bien, il y a quand même une différence entre les M1 Pro et les M1 Max, puisque sur les M1 Pro, on va pouvoir mettre 2 écrans 6K à 60 Hz maximum, alors que sur la version Max, on peut mettre 3 écrans 6K, plus encore un écran 4K à 60 Hz, donc ça c'est vraiment pas mal, c'est une grosse différence, hein, 2 fois plus d'écran sur les versions Max, c'est lié évidemment au fait qu'il y a un petit peu plus de mémoire, un petit peu plus de puissance graphique aussi, et justement, vous étiez nombreux à me demander, voilà, est-ce que ça rame sur les écrans 4K, 6K, même sur les versions de base? Et ben la bonne nouvelle, c'est que ça rame pas. Moi je l'ai branché sur le XDR d'Apple, alors je suis désolé, j'en avais qu'un, voilà, je vais voir si j'arrive à récupérer d'autres écrans pour voir un peu s'il gère bien 3 écrans, mais en tout cas, un XDR, j'ai pas eu de soucis. J'étais un peu anxieux parce qu'avant j'avais un GPU externe et là il est pas pris en charge. Et franchement, la machine elle chauffe quasiment pas. J'ai mesuré un peu plus de 40 degrés, elle fait pas de bruit et surtout ça rame pas. On n'a pas les fenêtres qui rament. J'ai eu de temps en temps quand même des petits ralentissements, mais c'était extrêmement léger. Alors que j'ai fait du montage, j'ai fait des applications quand même assez lourdes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il gère assez bien donc les écrans externes malgré l'absence d'iGPU. Alors ces machines sont les premières à avoir du Thunderbolt 4, bon il n'y a pas de grosse différence par rapport au 3, en plus c'est tout rétrocompatible. En gros vous pouvez faire passer un peu plus de données, un petit peu moins de vidéos, mais ça revient quasiment au même, vous n'êtes pas obligé de tout racheter, je vous rassure. Par contre regardez, j'ai fait un petit test sur l'USB-C à 10 Gigabits, regardez ici, donc j'ai mis une machine Intel face à donc ces nouveaux Mac M1 Pro, et ben on a le même problème en fait que sur les Mac M1, c'est-à-dire que les débits sont un petit peu moins bons, voilà, je sais pas pourquoi, mais les contrôleurs d'Apple sont moins bons, j'avais espéré qu'ils changent ça avec ces machines, c'est pas le cas, donc voilà, si vous voulez profiter de tout le débit, bah restez chez Intel. Alors je vous montre quand même ce petit accessoire que m'a envoyé Macway, qui est un dock Thunderbolt 4 de Sonnet et qui a regardé 3 sorties, ça c'est inédit et ça manquait beaucoup sur le Thunderbolt 3 et c'est d'autant plus intéressant ici qu'il nous manque pas mal de ports Thunderbolt finalement. Alors on va parler de l'écran qui a beaucoup de qualité, on va le voir, mais j'étais surpris de voir que même sur le 16 pouces, il est toujours pas en ultra haute définition en 4K et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors sur le 14 pouces, on est encore bien en dessous, même si on a une très bonne densité de pixels, ils sont Retina, on va en parler juste après. Mais regardez ce ZenBook Duo qu'on m'a envoyé et qui a 2 écrans 4K et en plus ils sont tactiles, donc je comprends pas comment Apple n'arrive pas à mettre ça dans ses Mac. Et le tactile, moi c'est aussi quelque chose qui me manque beaucoup puisque bah voilà, dès qu'on veut zoomer, toutes les jeunes générations elles sont habituées à cliquer sur les écrans, à se balader dans les vidéos. Et ben ça c'est quelque chose aussi qui manque sur Mac. Dommage parce que là on a des interfaces qui sont un petit peu plus grosses. Je trouve que ça aurait été le bon moment. Alors autre demi-déception au niveau de l'écran, c'est qu'on est sur du mini LED, alors c'est mieux que le LCD d'avant, mais on n'est pas sur de l'OLED. Alors l'OLED, je vous rappelle que c'est quasiment une diode pour 1 pixel, alors qu'ici on va avoir une diode pour une zone de pixels, ce qui crée, regardez dans certaines vidéos comme ça, où on a des formes blanches sur un fond noir, un petit halo comme ça autour. Alors c'est pas méga gênant, mais quand vous êtes un professionnel de l'image, ça peut être un peu casse-pied. L'OLED est beaucoup plus précis à ce niveau. Alors est-ce que c'est pour des raisons de coût, de disponibilité, de consommation d'énergie? Je sais pas, mais j'aimerais bien quand même que les Mac passent un jour à l'OLED. Alors je vous rassure, cet écran a quand même pas mal d'atouts. Déjà, il est HDR, ce que n'a pas notre Asus ici, c'est-à-dire qu'il monte à des niveaux de luminosité. On est à 1000 nits contre 500 nits par exemple là-dessus. Donc c'est une énorme différence en pleine lumière, surtout on le voit vraiment bien. Et puis ça monte à 1600 nits comme le XDR d'Apple, c'est-à-dire qu'il est capable d'être très lumineux avec des contenus adaptés. Alors maintenant, ces contenus, on peut les filmer avec des iPhones récents. Moi je vous ai filmé là des petites vidéos. Alors je peux pas vous montrer parce qu'il faudrait que vous ayez un écran HDR pour en profiter. Mais en tout cas, c'est assez incroyable. Il faut vraiment le voir pour le croire. Et il y a des professionnels de l'image qui m'ont dit que franchement cette machine elle vaut le coup rien que pour la partie HDR, hein, rien que pour cette capacité à monter dans les hautes lumières. Alors l'autre atout par rapport notamment à des PC, c'est l'arrivée du ProMotion, c'est-à-dire 120 Hz, 120 images par seconde au lieu de 60 images par seconde. Et surtout Apple a refait toutes ces animations comme sur l'iPhone, c'est-à-dire qu'on a une impression de fluidité à l'écran. Et quand on revient sur du 60 Hz, on a l'impression que ça saccade, c'est assez drôle. Même le curseur de la souris, moi je trouve qu'il saccade, je me dis tiens c'est un petit peu bizarre. Et d'ailleurs ça crée des problèmes quand vous avez un écran, vous avez par exemple l'écran 6K d'Apple, et on peut pas le mettre à 120 Hz, il n'y a pas assez de débit. Mais du coup on a l'impression que ça rame un petit peu sur l'écran 6K, voilà, alors que sur l'écran du portable c'est assez sympa. C'est un peu le problème qu'on avait avec la touch bar à l'époque, on s'habitue à la touch bar puis on revient sur un écran, on n'en a plus. Donc voilà, j'espère que ça va arriver un petit peu partout ces prochaines années, mais en tout cas c'est une belle évolution visuellement, c'est extrêmement agréable. Et surtout, un dernier point, même si ces machines ne sont pas des machines de jeu, mais on va pouvoir du coup monter à plus de 60 Hz dans les jeux, ce qui avant n'avait pas d'intérêt puisque le rafraîchissement les dépassait pas. Bon, je suis obligé de vous parler de l'encoche parce que là, après quelques jours d'utilisation, je commence à avoir un avis là-dessus. Bon, déjà, franchement, on la voit, c'est-à-dire qu'on a du mal quand même à l'oublier visuellement. Déjà parce qu'elle coupe certains menus en deux. Donc il y a des fois, c'est un peu pénible, il faut aller penser à aller voilà, de l'autre côté de l'encoche chercher son menu, même dans Numbers, regardez ici. Et c'est d'autant plus bizarre que le comportement, par exemple, si vous sélectionnez un menu, regardez, la souris là, elle va se téléporter, alors que si vous sélectionnez rien, en fait, elle va passer en dessous comme s'il y avait simplement un écran qui est éteint. Et c'est encore pire en vidéo si vous vous mettez en plein écran, en fait, et que vous avez des menus en
haut, et ben tout simplement la souris, regardez, elle disparaît, mais on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, Apple aurait pu mettre un petit halo autour de l'encoche pour montrer qu'il y a une encoche, mais bon, l'idée c'était de la masquer. En fait, Apple assume pas vraiment cette encoche, elle essaye de la masquer du mieux qu'elle peut, et puis ergonomiquement, ça pose quand même quelques petits problèmes. Donc je pense qu'il faudra du temps pour que les éditeurs s'adaptent. Il faut noter aussi qu'en plein écran, on peut la masquer totalement, on peut mettre la barre en dessous, les éditeurs peuvent choisir, mais je sais pas trop comment ça va se passer. C'est un petit peu la surprise du chef, et pour l'instant, je suis assez mitigé quand même. Bon, je suis obligé de vous parler de la chiffonnette hein, qui a fait un peu le buzz. Moi, la mienne était livrée avec le XDR d'Apple. En fait, c'est voilà, une petite peau de chamois, je pense, qui est vraiment adaptée aux écrans. Donc voilà, vous pouvez l'acheter dans le commerce, je pense, pour 3 fois moins cher, parce qu'Apple la vend quand même 25 €. Mais celle-là, elle a une petite pomme dessus. Alors le clavier, en fait, c'est le même que le 16 pouces, donc avait réhabilité le clavier ciseau, voilà, après le scandale des touches papillons, qui arrêtait pas de se bloquer. Donc moi, je les trouve plutôt bien. La course est assez haute, donc c'est agréable. Par contre, ça fait quand même pas mal de bruit, je trouve que dans le train c'est pas très discret. On a aussi un beau fond noir, là ça va très bien avec le gris sidéral. Par contre les touches se détachent un petit peu moins visuellement, des fois je mets un peu plus de temps à me replacer. Vous avez vu qu'il n'y a plus de touch bar, donc voilà, ça va peut-être manquer à certains pour se déplacer dans les vidéos, pour certains réglages un petit peu fins, mais globalement moi je trouve ça bien de pouvoir enfin régler le volume, la luminosité sans regarder ses doigts. C'est un peu le retour du vrai clavier finalement. Et puis aussi, regardez, ils ont gardé donc évidemment Touch ID pour se loguer, ça c'est très pratique, mais le bouton a un peu changé, voilà, il est creusé maintenant, c'est plus agréable aussi, donc finalement un clavier un peu sans faute, mais retour aux sources, il n'y a pas tellement de révolution cette année. Alors enfin, la webcam passe au 1080p avec des micros un petit peu meilleurs. Apple vous dit de qualité studio, mais déjà je vais vous faire écouter, regardez un petit test avec Belinda. Alors là les amis, je vous laisse profiter du nouveau système de micro intégré dans ce MacBook Pro et aussi de la qualité de l'image qui est en 1080p. Ouais, et tu vois, malgré, regarde, l'image qui est vraiment dégueulasse, parce qu'on a un énorme contre-jour avec les Projos, et en fait il se focalise sur ton visage, tu vois, il t'a pas trop foncé, ça va. Non, franchement c'est vraiment pas mal. Voilà, vous voyez que c'est correct, et surtout il y a une bonne IA, c'est-à-dire qu'il va se concentrer sur le visage, et même si c'est cramé derrière, votre visage sera toujours bien. Donc voilà, franchement cette webcam elle est meilleure que la plupart des PC du marché, un peu moins bon que les Logitech 4K, mais bon, pour faire de la visio c'est largement suffisant. Après, Apple a aussi amélioré la qualité du son, les haut-parleurs sont un petit peu plus gros. Sur le 16 pouces, c'est vrai qu'on a un son qui est beaucoup plus sympa, qui a beaucoup plus de corps. Bon, après, vous n'allez pas regarder un film entier là-dessus, et puis les professionnels, ils ont souvent des casques, voilà, mais ça dépanne. Voilà, en mobilité, c'est quand même bien d'avoir du bon son, donc c'est bien que ça progresse en fait à ce niveau. Alors un petit mot sur les SSD, regardez ces scores qui sont vraiment inédits sur Mac. On n'a jamais eu plus de 5 gigaoctets secondes comme ça sur des SSD, même si on est un petit peu en dessous quand même des 7,4 gigaoctets secondes annoncés par Apple, mais peut-être que c'est que pour les grosses capacités. On le verra quand on aura reçu toutes nos machines, donc vraiment c'est exceptionnel hein, les débits qu'on a avec ça. Alors au niveau des performances, je sais que vous attendez ça avec impatience, mais ça prend du temps. Je vais vous faire les choses bien, je vais vous faire un vrai petit comparatif entre les différentes configurations. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que c'est des machines qui sont assez impressionnantes. Là dans mon workflow, où j'ai un écran 4K, je fais beaucoup de montage vidéo, j'ai toujours 1000 onglets ouverts avec Twitter, avec vraiment Slack, avec plein d'applications ouvertes en permanence. Et ben j'étais impressionné, c'est qu'on a une machine ultra silencieuse, ultra économe aussi, puisque regardez, elle fait que 41 degrés vraiment en la poussant au maximum. Les ventilateurs s'enclenchent extrêmement rarement, donc ça c'est hyper agréable. Et surtout on a des excellentes perfs. Là par exemple j'ai mis un flux 8K du Canon R5 dans la timeline, il était lu de manière ultra fluide. Alors bon, voilà, si je mets 3 flux, là par contre ça rame, et c'est vrai qu'on arrive quand même à faire souffler les ventilos. Enfin c'est pas une machine qui est parfaite non plus, hein. On arrive quand même à ses limites, il n'y a pas de souci. Surtout là on reste encore sur des modèles d'entrée de gamme, hein. J'ai pas encore reçu les grosses bécanes avec 64 Go de RAM, mais ce que je peux vous dire c'est qu'avec Final Cut, avec tous mes plugins, avec un usage je dirais courant, on est beaucoup plus rapide qu'une machine Intel. On a une fluidité à l'écran qui est hyper appréciable. Il y a quand même des petites surprises, vous le verrez dans ma vidéo, puisque voilà, sur la partie CPU notamment, on va le voir que c'est pas aussi impressionnant que ça, mais je dirais que dans l'ensemble j'étais quand même assez satisfait des performances. Donc on verra les différences entre les différentes machines dans ma vidéo dédiée. Alors on a enfin du Wi-Fi 6 dans un MacBook Pro. Regardez par rapport au Wi-Fi 5, la progression est assez intéressante en termes de débit, en termes de stabilité aussi. Bon, ils n'ont pas mis du Wi-Fi 6E qui est la prochaine évolution, mais bon, voilà, c'est un petit peu dommage sur des machines comme ça, mais c'est vrai qu'il faut le temps de s'équiper. Donc déjà le Wi-Fi 6, ça met un peu de temps, c'est déjà bien de l'avoir. On n'a pas de Bluetooth 5.2 non plus, c'est du 5.0. Voilà, des fois on sent qu'Apple, même s'ils n'ont pas Intel et tout qui traîne la patte, bah là finalement ils mettent pas les dernières normes, même dans des machines qui font quasiment de bout en bout. Alors j'ai pas encore fini tous mes tests d'autonomie, mais regardez des tests préliminaires sur la partie vidéo, j'ai mis l'écran à 100%, et là le 16 pouces il tient 10 heures, 8 heures pour le 14 pouces, c'est tout simplement le record, hein, 10 heures, on n'a jamais eu ça, c'est quasiment 3 heures de plus que le dernier 16 pouces, et finalement on est quasiment au niveau du MacBook Air M1 pour le 14 pouces, qui est vraiment pas mal. Donc des machines qui sont puissantes, et surtout on va le voir hein, dans mes tests un peu plus détaillés, c'est que même en faisant beaucoup de choses, par exemple en étant sous Final Cut Pro, et ben l'autonomie ne baisse pas trop, et ça je pense que c'est un énorme atout face aux machines Intel qui elles
avait très peu d'autonomie quand vous faisiez vraiment des gros traitements. Alors on va parler un peu de la charge, parce que vous allez voir que c'est rigolo. On a de la charge rapide cette année, ça fait partie des nouveautés, et ça on s'en réjouit, hein. La liste est quand même assez longue, sauf que sur le 14 pouces, vous l'avez pas, parce que de base, vous avez ce petit chargeur là de 67 watts, mais si vous prenez la version à 10 cœurs, ou si vous mettez 20 € supplémentaires, vous avez un chargeur de pratiquement 100 watts qui lui a la charge rapide, donc charge rapide en MagSafe ou en USB-C, à vous de choisir, mais vous aurez toujours la charge rapide à condition d'avoir donc le chargeur puissant. Sur le 16 pouces, ça se complique un peu. Vous avez le chargeur de 140 watts sur tous les modèles, donc ça c'est plutôt cool. Vous avez la charge rapide sur tous les modèles à condition d'utiliser le MagSafe. Si vous utilisez un câble USB-C, vous serez limité à 100 watts et donc pas de charge rapide. Et d'ailleurs, je vous ai fait des petits tests. La charge rapide, elle marche très bien puisque regardez, on est à presque 55% là au bout d'une demi-heure contre 37% si vous n'avez pas de charge rapide. Donc c'est vraiment cool qu'ils aient ajouté ça cette année. Alors si on devait faire une première conclusion après quelques jours là d'utilisation, vraiment je l'ai utilisé avec mon workflow habituel, et ben les amis, c'est assez incroyable. On a pour la première fois un vrai Mac ARM utilisable par des pros avec beaucoup de connectiques, avec de la puissance et surtout avec du silence, avec des machines qui sont vraiment, mais qui se font oublier, qui sont aussi extrêmement fluides à utiliser. Des fois ça a l'air de rien, mais juste de la fluidité d'interface, ça joue énormément. Vous lancez un petit calcul sous Final Cut, vous pouvez continuer à travailler de l'autre côté sans que ça rame, donc ça c'est vraiment extrêmement agréable. La répartition des cœurs, l'optimisation, on sent qu'il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. Après c'est vrai qu'Apple chouchoute beaucoup les vidéastes, hein, même Adobe ils ont fait des optimisations sur Premiere, peut-être un petit peu moins sous Photoshop, donc on le verra dans nos tests de performance. Il faut surtout pas acheter cette machine pour les jeux pour Windows, hein, c'est pas du tout fait pour Windows, vous pouvez pas l'installer là-dessus. Alors il y a quelques jeux mais c'est extrêmement rare encore, on en reparlera aussi, mais vraiment moi je trouve qu'on change de paradigme, et quand on est un professionnel, d'avoir des bécanes comme ça qui sont silencieuses, qui sont puissantes, qui sont économes, qui ont beaucoup d'autonomie, et bien tout simplement ça change la vie. Voilà les amis pour cette première vidéo autour des MacBook Pro 2021. Bien sûr, posez vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur tous les réseaux sociaux là qui s'affichent sur YouTube, Insta, Snap, etc. Vous pouvez vous abonner. On publie plein de petites choses amusantes au fur et à mesure de nos découvertes. Évidemment, téléchargez nos nouvelles applications mobiles. Allez voir aussi notre nouveau site avec l'abonnement VIP. Voilà, pour ceux qui veulent nous soutenir. J'espère que vous allez liker cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner en masse. Il faut qu'on atteigne les 100 000 cette année. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo autour de ces nouveaux MacBook Pro. Ciao, ciao!